Actuellement, on ne peut pas produire de l'eau sans traitement. Principalement, ce qui va toucher ces ressources-là, ce sont des contaminations d'origine agricole. C'est quand même aberrant de ne pas avoir cette clairvoyance et de niveler tout vers le bas. On ne peut pas se permettre d'avoir des déconversions en bio actuellement. Ça montre que les actions qui sont menées ont un impact sur la qualité de l'eau. On a une action en cours, notamment sur l'extension d'une plateforme pétrolière dans le secteur. Plus de 3000 habitants de France, des Ardennes, de la Meuse et des Vosges sont aujourd'hui privés d'eau potable. Interdiction de boire l'eau du robinet à cause d'une pollution au PFAS, ces polluants éternels qui ont contaminé les eaux souterraines. Pour alerter sur la situation, les maires de 3 de ces communes ont fait tester leur sang et révèlent les résultats des analyses. Ils sont massivement contaminés par les PFAS. Je me suis donc posé la question. Aujourd'hui, en France, peut-on encore boire l'eau du robinet? On vous explique. D'abord, on peut se demander quels polluants contaminent notre eau. Il y en a une multitude, classée dans 5 principales catégories par Génération Future et Data for Good, qui recensent les analyses d'eau du robinet de toute la France sur une carte interactive dans Mon Eau. En rouge, les situations pour lesquelles l'eau devrait être déconseillée ou interdite à la consommation d'après les recommandations du ministère de la Santé. Les premières substances chimiques quantifiées sont les pesticides et leurs métabolites, soit leurs résidus issus de leur dégradation. Ce sont des herbicides, insecticides ou fongicides contenus dans les produits phytosanitaires utilisés en agriculture ou même ceux utilisés à domicile. J'ai croisé ces données avec celles disponibles directement sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui met à disposition les analyses d'eau commune par commune. Le pesticide principal retrouvé dans les dernières analyses de 2023 était le chlorothalonil, une substance incolore et inodore utilisée pour lutter contre les champignons qui causent les maladies des plantes, comme le mildiou, l'oïdium ou les moisissures. Mais beaucoup d'autres résidus apparaissent sur des listes interminables. Ensuite, les nitrates. 88% des nitrates seraient dus aux épandages de lisier ou d'engrais azotés de synthèse dans les champs. Ces derniers, une fois absorbés, sont dangereux pour la santé. Puis, le chlorure de vinyle monomère et les perchlorates. Le CVM est utilisé dans les fabrications des canalisations des années 80 et les perchlorates sont des sels utilisés dans de nombreuses applications industrielles, agricoles ou militaires, notamment celles de la Première Guerre mondiale. Enfin, ce qui alerte particulièrement les autorités et sont au cœur des scandales, les substances per- et polyfluoralkylées, les fameux PFAS. Les PFAS sont utilisés depuis les années 50 pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs. Elles sont présentes dans de nombreux textiles, emballages alimentaires, lubrifiants, composants électroniques, mais aussi dans les pesticides, les mousses anti-incendie ou même les fluides réfrigérants. Le plus connu et le plus retrouvé dans l'eau est le TFA. Une exposition aux PFAS a été associée à des risques accrus de certains cancers, comme celui du sein, des reins ou des testicules, et d'impact sur les fœtus. Mais comment ces polluants se retrouvent-ils dans notre eau? Nous sommes partis à la rencontre de Manon Zakéossian, responsable de la protection de la ressource à l'eau de Paris. Donc ici, nous sommes sur la source de Villeron, qui contribue à l'alimentation en eau potable de la ville de Paris. Donc nous sommes dans le sud Seine-et-Marne. Cette ressource, elle produit à peu près 17 000 m3 par jour en moyenne. Sur cette ressource, on a en amont toute une zone d'alimentation du captage qui fait 30 000 hectares, donc c'est une surface quand même très importante sur laquelle n'importe quelle goutte d'eau qui va tomber sur cette aire d'alimentation va rejoindre la source à un moment ou à un autre. Donc, ce qui est intéressant en termes de protection de la ressource en eau, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir mener sur ce périmètre de 30 000 hectares. Là, on a une source qui est une émergence naturelle, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'ouvrage de captage tel que vous le voyez là, il y avait une sorte de lac dans lequel l'eau sortait naturellement. L'eau du robinet est produite à partir d'eau prélevée par un captage dans une nappe souterraine, c'est le cas de 96% des captages en France, ou dans une ressource superficielle d'eau douce, comme les fleuves, lacs ou barrages. Ils sont moins nombreux, mais représentent tout de même un tiers des volumes d'eau captée. Certaines zones de captage sont moins protégées que d'autres aux pollutions extérieures. C'est le cas par exemple de certaines zones situées en dessous des terres agricoles conventionnelles ou à proximité d'industries. Ces substances toxiques se retrouvent dans les ressources en eau par ruissellement, infiltration ou rejet direct. Si l'environnement de ce captage-là a l'air d'être une zone très naturelle et préservée, on est vraiment sur la zone très proche, le périmètre de protection immédiate qui protège le captage. Et au-delà, sur l'aire d'alimentation de captage, on est en zone rurale. Donc l'activité principale est l'activité agricole et donc naturellement, on a une influence de l'activité humaine sur ces ressources-là.
Et donc, principalement, ce qui va toucher ces ressources-là, ce sont des contaminations d'origine agricole. Anne-Charlotte, agricultrice à la ferme de la Tessonnerie, à 50 km de la source de Villemer, cultive en bio sur une zone de captage. Bonjour à tous, bienvenue sur la ferme de la Tessonnerie. Je suis Anne-Charlotte Beaugrand et je suis agricultrice en agriculture bio sur 150 hectares. En 2018, j'ai repris l'exploitation familiale qu'on a convertie au bio. Donc on cultive désormais sur 150 hectares en agriculture bio avec un changement de pratique et de technique. C'est vrai qu'on a une volonté de transmettre notre savoir et donc on ouvre la ferme lors d'événements un peu pédagogiques pour communiquer sur tous les enjeux de l'agriculture et de l'eau. Pour vous positionner, là c'est l'aire d'alimentation de captage et nous on se situe juste ici. La contamination d'origine agricole se constitue de pesticides, résidus de pesticides et de nitrates contenus dans les engrais. Toutes ces substances chimiques ne sont pas utilisées par Anne-Charlotte. En agriculture biologique, on a d'autres leviers pour nous permettre de nous passer des intrants chimiques et de synthèse. Donc, par exemple, ça va être la rotation des cultures. On va intégrer dans nos rotations des légumineuses. Les légumineuses, elles ont la particularité de capter l'azote de l'air et de les réintégrer dans le sol. La rotation des cultures nous permet aussi de casser le cycle des cultures, c'est-à-dire avoir des cultures d'hiver, des cultures d'été. Ça permet aux adventices, qui sont les plantes qu'on ne veut pas récolter dans le champ, d'être naturellement éliminées. On a aussi l'implantation des couverts végétaux dans le champ. La mise en place des couverts végétaux permet aussi d'éviter que le sol soit à nu et donc l'érosion du sol en est limitée. Elle permet aussi la bonne infiltration de l'eau dans les sols et donc la filtration naturelle des eaux. La ferme de la Tessonnerie a sollicité l'organisme Terre de Liens, qui œuvre à préserver les terres agricoles biologiques. Là, si on prend des lentilles, on peut voir les nodosités. Et c'est ça, les petites boules d'azote que là on va détruire et qui vont se retrouver dans le sol. Aujourd'hui, l'agriculture bio est moins bien accompagnée et aidée que l'agriculture conventionnelle. Malgré tout, qualité de l'eau, préservation de la ressource, biodiversité, santé publique, une des meilleures options malgré tout, on peut se le dire, c'est l'agriculture biologique. Et c'est seulement 1% de l'enveloppe PAC qui est allouée à l'agriculture bio et il y a aussi que 1% qui est alloué à la problématique de l'eau. Donc si l'enjeu de l'eau est vraiment au cœur des préoccupations gouvernementales, il y a peut-être des choix à faire, notamment dans la loi de finances à venir. L'Eau de Paris œuvre également à préserver la qualité de l'eau de captage à tout prix. La majorité des captages qui alimentent Paris en eau potable sur la partie souterraine sont vraiment situés en zone rurale. Donc on a principalement des contaminations d'origine agricole et donc depuis très longtemps on travaille avec les exploitants agricoles pour améliorer la qualité de l'eau sur le long terme. Donc évidemment on a des usines de traitement derrière, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une eau de la meilleure qualité possible au moment du captage. On a un secteur qui est situé entre Sens et Troyes, qui s'appelle les sources de la vallée de la Vanne, sur lesquelles on a travaillé une action que de développement de l'agriculture biologique. Et sur ce territoire-là, on est passé de 1% de la surface agricole en bio en 2010 à, en 2024, près de 30% de la surface en bio. On observe qu'on a des pics de pesticides qui sont moins importants, qui restent pour la majorité dans la norme eau potable et qui sont moins fréquents. Et donc ça montre que les actions qui sont menées ont un impact sur la qualité de l'eau. Alors évidemment, il faut que ce soit confirmé sur le long terme et qu'on continue la progression des surfaces, mais c'est un résultat qui est déjà très encourageant. De façon globale, pour que les actions de protection de la ressource soient plus efficaces pour l'ensemble des captages au niveau national, ce serait vraiment important qu'il y ait les bons dispositifs d'accompagnement financier. Par exemple, il y a un certain nombre d'aides à la bio qui ont disparu en termes de maintien. Par exemple, de l'agriculture biologique, c'est un système qui est très important pour contribuer à la protection des ressources en eau. On ne peut pas se permettre d'avoir des déconversions en bio actuellement. Et il faut aussi que le consommateur ait tout à fait conscience qu'en achetant un produit, il ne va pas travailler uniquement sur sa santé. Il va aussi indirectement, si le produit est local et national, il va travailler aussi sur la protection des ressources en eau qu'il va boire chez lui ou qu'il va boire quand il se déplace en France. Malheureusement, les pollutions qui affectent les zones de captage ne sont pas toutes d'origine agricole.
Par exemple, les PFAS s'accumulent dans tous les compartiments de l'environnement, l'air, le sol, l'eau. Elles se retrouvent donc dans l'eau captée pour produire de l'eau potable. C'est le cas à Gérardmer, dans les Vosges, où une usine de blanchiment de linge a contaminé les eaux d'une commune par les PFAS rejetés par ses eaux usées, dont les boues ont été épandues dans les champs environnants. On est extrêmement vigilant à toutes les activités qui peuvent se développer sur ce territoire. Et notamment des activités qui pourraient avoir un impact en termes de rejet, par exemple sur la protection de la ressource en eau. Donc on regarde toutes les enquêtes publiques qui peuvent sortir sur les différentes activités et on a une action en cours, notamment sur l'extension d'une plateforme pétrolière dans le secteur. Pour l'instant, on n'a pas d'impact sur l'eau de l'extension de cette plateforme, mais on est sur un secteur, sur une aire d'alimentation de captage qui est prioritaire, qui est très préservée. Et en termes de gestion du risque, on ne peut pas se permettre, dans une politique publique qui est censée limiter l'usage des énergies fossiles, de développer ce type d'activité-là de façon plus importante et d'augmenter le risque pour une ressource qui est déjà extrêmement vulnérable. Certaines zones sont plus contaminées en raison de rejets industriels ciblés ou en raison d'épandages de boue contaminés. Travailler sur la protection de la ressource, c'est vraiment indispensable sur le long terme parce que on ne va pas pouvoir se permettre, année après année, ou rajouter des traitements supplémentaires pour traiter de nouvelles molécules qui vont apparaître, ou avoir des coûts de traitement qui explosent parce qu'on est obligé de renouveler les charbons beaucoup plus fréquemment que ce qu'on faisait il y a quelques années parce qu'il y a de nouvelles molécules qui sont présentes. Donc il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur ces deux tableaux pour qu'à terme, on puisse traiter le moins possible. Toutefois, pour certaines substances nouvellement recherchées, les seuils à ne pas dépasser ne disposent pas de recherche sanitaire assez approfondie pour pouvoir les déterminer. Par exemple, pour les PFAS, la France applique le seuil européen actuellement remis en question par la communauté scientifique car il ne serait pas assez protecteur. Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Danemark, la Suède ou même les Pays-Bas, appliquent déjà des limites plus restrictives. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de rechercher ces 20 PFAS dans l'eau distribuée, ce qui explique l'absence de données disponibles pour de nombreuses unités de distribution. Mais attention, l'eau du robinet reste la plus saine à boire et la plus contrôlée. L'eau en bouteille, par exemple, est une fausse solution. Contrairement à l'eau du robinet, la qualité de l'eau en bouteille est très peu contrôlée alors qu'elle peut contenir les mêmes polluants chimiques et notamment des micro- et nanoplastiques, comme l'ont révélé les scandales des eaux Nestlé. Chaque année, ce sont près de 15 milliards de bouteilles en plastique qui sont mises sur le marché en France. Cette pollution plastique impacte la qualité de l'eau. Une étude américaine a révélé la présence de 240 000 particules de plastique par litre d'eau en bouteille. Il est important également de rappeler que la qualité de l'eau du robinet reste bonne en France. Et attention, ce n'est pas par l'eau que l'on est le plus exposé à ces substances, mais par notre alimentation, constituée majoritairement d'eau. C'est elle notre principale source d'exposition à de nombreux polluants. Pour certains PFAS, les plus dangereux, l'alimentation apparaît comme la voie d'exposition principale. Pour les pesticides, l'eau représenterait, selon les estimations, en moyenne seulement 5% de notre exposition. Alors, on fait comment pour se protéger? D'abord, il faut privilégier une alimentation bio autant que possible pour réduire son exposition aux pesticides. 2. Limiter sa consommation de charcuterie et de viande rouge pour réduire son exposition aux nitrates et nitrites. Enfin, il faut limiter sa consommation de poissons comme le saumon ou le thon pour réduire son exposition aux PFAS les plus dangereux.